Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à des questions vertigineuses. Est-ce qu'on est vraiment maître de nos destins? Nos choix les plus intimes, nos goûts, nos amours, est-ce qu'ils sont vraiment à nous? Eh bien, c'est de ces interrogations qu'est née la sociologie. Et ensemble, on va plonger au cœur de cette discipline pour essayer de comprendre ces forces invisibles qui façonnent notre vie en société. Regardez bien cette question. Elle est absolument fondamentale. C'est le cœur de tout ce qu'on va voir. Le choix de vos études, la personne avec qui on partage sa vie, et même, je ne sais pas, le plat qu'on a choisi à midi. Est-ce que c'est vraiment un choix purement personnel, ou est-ce qu'il y a une force plus grande, qu'on appelle la société, qui a en quelque sorte orienté la décision, sans même qu'on s'en rende compte? C'est ce dilemme, cette tension permanente entre notre liberté individuelle et le poids du social, qui a donné naissance à la sociologie. Pour comprendre ce qu'est la sociologie, il faut faire un petit voyage dans le temps. Retour au 19e siècle. Et attention, ce n'est pas du tout une époque tranquille, c'est un véritable tremblement de terre. Toutes les anciennes traditions, les hiérarchies, les croyances, tout ce qui semblait immuable s'effondre. Et c'est au milieu des décombres de cet ancien monde qu'une nouvelle question se pose, une question urgente. Mais comment la société peut-elle encore tenir debout ? En fait, la sociologie, on peut dire qu'elle est l'enfant de trois grandes révolutions. D'abord, les révolutions politiques. En France, en Amérique, on coupe la tête des rois, on déclare que tous les individus naissent libres et égaux, l'ordre ancien, qui paraissait éternel, est complètement brisé. Ensuite, deuxième choc, la révolution industrielle. Les usines apparaissent partout, les villes se mettent à grandir à une vitesse folle, des millions de paysans quittent leurs terres pour devenir ouvriers. On voit apparaître des richesses incroyables, mais aussi une misère absolument terrible. Et enfin, il y a une révolution dans les esprits. C'est le triomphe de la science. On se dit que si on peut comprendre les lois de la physique, de la nature, alors on devrait pouvoir comprendre les lois de la société de manière scientifique. C'est de ce triple bouleversement que naît le besoin d'une nouvelle science, une science de la société. Alors, le premier grand penseur qui va tenter de répondre à cette question de manière vraiment scientifique, c'est un Français, Émile Durkheim. Sa conviction est à la fois simple et assez radicale. Pour lui, l'individu, seul, n'est rien. C'est la société qui nous fabrique, qui nous domine. On appelle ça l'approche holiste. Ça vient du grec holos, qui veut dire le tout. Pour Durkheim, la société, ce n'est pas juste une somme de personnes. Non, c'est bien plus que ça. C'est une réalité à part entière, une force qui a ses propres lois et qui s'impose à chacun de nous. Pour que la sociologie soit une vraie science, Durkheim va lui donner un objet d'étude bien spécifique, le fait social. Regardons attentivement cette définition, c'est vraiment la pierre angulaire de toute sa pensée. Un fait social, ça a deux caractéristiques principales. D'abord, c'est extérieur à nous. Prenez la langue française par exemple, ou l'euro, ou le code de la route, on n'a rien inventé de tout ça. Ça existait bien avant nous et ça existera bien après. Deuxième caractéristique, c'est coercitif, c'est-à-dire que ça s'impose à nous, ça nous contraint. Essayez un peu de conduire à gauche sur la route ou de payer vos courses en francs, vous allez vite sentir la réaction de la société. C'est un peu comme un courant très puissant dans une rivière, on peut toujours essayer de nager à contre-courant, mais on sentira en permanence la force qui nous pousse dans une direction. Voilà ce que c'est, la pression du social pour Durkheim. Pour prouver la puissance de son idée, Durkheim va avoir un coup de génie. Il va s'attaquer au phénomène qui semble le plus intime, le plus personnel, le plus psychologique qu'on puisse imaginer, le suicide. Son pari est extrêmement audacieux. Il se dit que s'il arrive à démontrer que même le suicide a des causes sociales, alors il aura prouvé que la sociologie est une science absolument indispensable. Et là, en se plongeant dans les statistiques de l'époque, ce qu'il découvre est stupéfiant. Il se rend compte que le taux de suicide d'un pays est incroyablement stable. C'est presque une constante mathématique. Année après année, il y a plus ou moins le même nombre de suicides en France. Pour Durkheim, ça, c'est la preuve irréfutable. Si le suicide n'était qu'une question de drame personnel, de psychologie, les chiffres devraient varier de manière complètement aléatoire. Or, cette régularité incroyable montre qu'il existe des forces sociales, des courants suicidogènes comme il les appelle, qui pèsent sur la société et qui déterminent en quelque sorte le nombre de personnes qui vont passer à l'acte. Et tout ça nous amène à la règle d'or de Durkheim, la véritable devise de sa sociologie. Il faut expliquer le social par le social. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour comprendre un fait social comme le suicide, ça ne sert à rien de regarder la psychologie des individus. Il faut chercher d'autres faits sociaux qui l'expliquent. C'est ce qu'il va faire en montrant que le suicide dépend du niveau d'intégration sociale. Par exemple, les protestants, qui ont une religion plus individualiste, se suicident davantage que les catholiques, qui sont plus encadrés par leur communauté. La cause n'est donc pas dans la tête des gens, elle est bien sociale. Mais attention, pendant que Durkheim construit sa grande théorie en France, de l'autre côté du Rhin, en Allemagne, il y a un autre géant de la sociologie, Max Weber, qui va proposer une vision radicalement différente. Pour Weber, non, la société ne nous écrase pas. Au contraire, ce sont les individus, par leurs actions, des actions qui ont un sens, qui construisent la société. Il ne va donc pas s'intéresser aux contraintes extérieures, mais au sens que les acteurs donnent à ce qu'ils font.
Ici, on a un résumé parfait de ce choc des titans. D'un côté Durkheim, la société est une structure, une sorte de grand bâtiment qui existe avant nous et qui nous impose ses règles, de haut en bas. C'est une vision qu'on pourrait qualifier de top-down. Et de l'autre côté, Weber, la société, c'est le résultat des actions et des interactions de millions d'individus de bas en haut. C'est une vision bottom-up. On passe d'une sociologie de la contrainte à une sociologie de l'action, du sens. Weber va donc fonder ce qu'il appelle la sociologie compréhensive. Le but du sociologue n'est plus d'expliquer les faits de l'extérieur comme un physicien, mais de les comprendre de l'intérieur, un peu comme un détective. Il doit se mettre à la place des gens et se demander quel sens cette personne donne-t-elle à son action, quelles sont ses motivations, ses intentions profondes. Une action devient sociale dès qu'on prend en compte les autres. Un exemple tout bête, s'il pleut et qu'on ouvre un parapluie, ce n'est pas une action sociale. Mais si on incline son parapluie pour ne pas mouiller la personne à côté, là ça le devient, on a agi en fonction des autres. L'exemple le plus célèbre de sa méthode, c'est son livre incroyable « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme ». La question qu'il se pose est simple. Pourquoi le capitalisme moderne est-il né en Europe et pas ailleurs ? La réponse de Weber est totalement inattendue. C'est à cause d'une croyance religieuse. Suivons bien son raisonnement, c'est fascinant. Pour certains protestants, les calvinistes, Dieu a décidé depuis toujours qui sera sauvé et qui sera damné. C'est la prédestination. Imaginez l'angoisse terrible. Pour se rassurer, les croyants se mettent à chercher des signes de leur élection divine. Et le meilleur signe possible, c'est la réussite sur Terre, la réussite matérielle. Mais attention, ce n'est pas pour flamber. Au contraire, il faut vivre de manière très simple, ascétique et disciplinée. Du coup, ils travaillent comme des forcenés, ils épargnent et ils réinvestissent tout ce qu'ils gagnent. Sans s'en rendre compte, en agissant par pure conviction religieuse, ils ont développé la mentalité « l'éthos parfait pour le capitalisme ». Bon, alors qui a raison, Durkheim et sa société qui nous contraint, ou Weber et son individu qui agit en fonction du sens qu'il donne aux choses, la structure ou l'action? Pendant longtemps, le débat a semblé sans issue. Mais un autre grand penseur, Norbert Elias, va proposer une troisième voie, une sorte de synthèse très brillante pour dépasser cette opposition. Pour sortir de ce dilemme, Elias invente un concept absolument génial, la configuration. Pour comprendre, pensez à une danse. La danse n'existe pas sans les danseurs, évidemment, ça c'est contre Durkheim, mais les danseurs ne peuvent pas faire n'importe quoi. Ils sont obligés de suivre la musique et les pas des autres. Ça, c'est contre Weber. La société, pour Elias, c'est exactement ça. Un réseau d'interdépendance. L'image qu'il adore, c'est celle du jeu d'échecs. On est libre de jouer son prochain coup, bien sûr, mais ce coup n'a de sens que par rapport à la position de toutes les autres pièces sur l'échiquier. Notre liberté est donc toujours une liberté sous contrainte. La conclusion d'Elias est donc assez simple finalement. Opposer l'individu et la société, c'est une fausse question, c'est une impasse. Ils sont inséparables, comme les deux faces d'une même pièce de monnaie. La société nous façonne, et en retour, nos actions façonnent la société en permanence. Il l'a magnifiquement montré dans son grand livre sur le processus de civilisation. Il y explique comment, sur des siècles, les Européens ont appris à se contrôler, à maîtriser leurs pulsions. Des choses simples, comme l'usage de la fourchette, le fait de ne pas cracher par terre. Toutes ces règles sociales, on les a tellement intériorisées qu'elles ont transformé notre personnalité, notre psychisme au plus profond. L'individu moderne est le produit de cette longue histoire sociale. Alors, tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on retient de ce grand débat théorique pour notre vie de tous les jours? Eh bien la réponse, elle se trouve peut-être dans l'endroit le plus intime qui soit, notre propre corps. Comment ces grandes forces sociales s'inscrivent-elles, littéralement, dans notre chair? Pour comprendre comment le social s'incarne en nous, le sociologue français Pierre Bourdieu a développé un concept devenu central, l'habitus. L'habitus, c'est un peu comme un programme informatique, un logiciel social qui a été installé en nous depuis l'enfance, par notre famille, par l'école, par notre milieu. C'est un ensemble de dispositions durables qui va guider nos goûts, nos pensées, nos manières de faire, et ce, le plus souvent de façon complètement inconsciente. C'est une sorte de sens du jeu qui nous fait agir de la bonne manière dans notre environnement social, qui fait que nos choix nous paraissent évidents, naturels, alors qu'en réalité, ils sont le produit de notre histoire sociale. Et cet habitus, il n'est pas seulement dans notre tête, il est visible sur notre corps. C'est ce que Bourdieu appelle l'exis corporel. Pensez à votre posture quand on vous répétait « tiens-toi droit ». Pensez à votre façon de marcher, de parler, à votre sentiment d'être parfaitement à l'aise dans certains lieux et au contraire complètement mal à l'aise dans d'autres. Même nos goûts alimentaires, les classes populaires vont souvent privilégier des plats qui tiennent au corps, qui donnent de la force, tandis que les classes supérieures vont plutôt valoriser la forme, la légèreté. Notre corps est en quelque sorte notre carte d'identité sociale. Et nous voilà revenus à notre question du tout début. Sommes-nous libres ou déterminés? Après ce petit parcours avec Durkheim, Weber, Elias et Bourdieu, on voit que la réponse est beaucoup plus nuancée. La société n'est pas une prison extérieure. Ces barreaux sont aussi à l'intérieur de nous, dans notre habitus, dans notre corps. Alors oui, on est libre, mais comme le joueur d'échecs. Notre liberté s'exerce toujours sur un plateau de jeu dont nous n'avons pas choisi les règles. Alors la prochaine fois qu'on fait un choix,
Même le plus simple, le plus anodin, ça vaut le coup de s'arrêter une seconde et de se poser la question « Qui décide vraiment ?» La sociologie ne donnera pas la réponse finale, mais elle nous aura au moins appris à ne plus jamais regarder notre vie de la même manière.